Bon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des red flags qu'il faut absolument connaître pour pouvoir analyser correctement un compte de résultat et surtout pouvoir déceler des pièges potentiels. Et donc, c'est vraiment des red flags qui vont vous permettre d'éviter pas mal de mésaventures et pas mal de mauvaises surprises. Donc, on est parti sans plus attendre. Ok, let's go, j'ai fermé la mind map. On peut commencer. D'ailleurs, j'ai vraiment classé là les 5 red flags par ordre croissant. C'est-à-dire que ça va être du plus simple au plus compliqué et au moins évident et surtout sur lesquels probablement vous ne savez pas encore, à la fin de la vidéo, ça sera le cas, mais vous ne savez pas encore comment déceler le quatrième et le cinquième red flag. Alors, premièrement, c'est une évidence, mais ça fait du bien de le rappeler. La croissance du chiffre d'affaires sans levier, enfin sans effet de levier opérationnel, ne sert à rien, ok? Si les revenus augmentent, mais que les marges stagnent ou se détériorent, ça signifie que l'entreprise ne bénéficie pas d'économies d'échelle et que la croissance finalement a peu de valeur. Et comme l'a souligné Warren Buffett, la croissance est toujours, d'accord, un composant de la calcul, du calcul, excusez-moi, de votre valeur intrinsèque. Mais il y a un énorme mais, la croissance n'a pas de valeur en elle-même. Elle a uniquement de la valeur si elle est accomplie, si elle est réalisée à un retour attractif sur le capital qu'on a investi pour faire cette croissance. Si on investit 10 milliards pour avoir une croissance de 10 milliards mais qu'on crame 5 milliards au passage, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment, ce n'est pas la croissance en elle-même qui est importante, mais comment cette croissance est obtenue et si elle génère des retours élevés pour les actionnaires. C'est ça qui nous intéresse in fine. C'est quel est le retour pour les actionnaires. Donc quel est le retour sur equity, quel est le retour pour l'entreprise en elle-même. Alors, je vous ai mis ici un excellent exemple avec l'entreprise McDonald's qui a parfaitement vraiment compris le levier opérationnel et comment le tirer et comment en tirer parti. Donc, on va aller voir par exemple le revenu. Ok, le revenu, regardez ce qu'on a. Si on met sur les 10 dernières années, on a un revenu qui est passé de 26 milliards à 19 milliards, à 20 milliards. Et là, on l'a légèrement augmenté. Donc, c'est vraiment pas top. On a une boîte qui, concrètement, gagne moins d'argent en 2024 qu'elle n'en gagnait en 2015. Mais pourtant, quand on va voir le bénéfice net, regardez, on a un bénéfice net, si je mets sur les 10 dernières années, qui a augmenté de 6% par an. Comment c'est possible? En 2015, on avait un bénéfice net de 4 milliards et maintenant on a un bénéfice net de 8 milliards. Le bénéfice net a doublé alors que le chiffre d'affaires a légèrement diminué. C'est parce que l'entreprise McDonald's est devenue de plus en plus efficient et on le voit bien avec ce qu'on appelle par exemple la grosse margine. Alors je vais mettre uniquement sur 10 ans. On a une grosse margine qui est passée de 36% à 55%. Et on a une marge nette qui est passée de 13% à 31%, qui a doublé. Donc McDonald's a vraiment compris l'effet opérationnel et que faire de la croissance pour de la croissance, donc vendre plus pour vendre plus, ça ne sert à rien si vous augmentez les coûts. Et vous pouvez très bien stabiliser votre chiffre d'affaires, voire le diminuer un petit peu, mais si vous divisez par deux les coûts, vous avez un bénéfice net qui est attractif et donc qui est plus important. Donc pour cette première partie, si à l'inverse vous voyez une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires mais qui augmente ses coûts plus rapidement que le chiffre d'affaires, c'est vraiment un énorme red flag. Donc les ratios à surveiller, ça va être la croissance du chiffre d'affaires versus la croissance des coûts opérationnels. Donc ce qu'on appelle le COGS et également le SGA que vous voyez directement dans le compte de résultat. Vous voyez ici par exemple le COGS. Comment le COGS augmente par exemple? Là on voit que chez McDonald's, le chiffre d'affaires est passé de 19 milliards à 26 milliards, donc a augmenté de 7 milliards. Est-ce que les coûts ont augmenté de 7 milliards? Non, les coûts ont augmenté de seulement 1 milliard. Donc vous voyez un petit peu l'effet de levier. On a augmenté le chiffre d'affaires de 7 milliards et les coûts ont augmenté de seulement 1 milliard. C'est vraiment super. Est-ce que l'operating expense a également augmenté? On est passé de 2,5 à 2,7. On a augmenté de même pas 200 millions. C'est royal. On a une entreprise qui génère 7 milliards de chiffre d'affaires en plus et qui a utilisé seulement 1,5 milliard en plus de coûts pour faire ce chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans une excellence opérationnelle. Deuxièmement, excusez-moi, la marge brute en pourcentage. Donc la marge brute s'obtient en divisant ce qu'on appelle le COGS ici. Donc la grosse margine, vous faites 11 divisé par 26, le chiffre d'affaires. Donc 11 divisé par 26, ça vous fait 42%. Et donc c'est bien la grosse margine qu'on avait à l'instant. Donc là, pareil, si elle diminue, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a un problème structurel. On n'est pas rentable, la croissance future n'a pas de valeur. Et troisièmement, l'évolution de la marge nette. Voilà, ça c'est vraiment in fine dans le bout du bout, ça se passe dans la marge nette, mais on va le voir à la fin. Donc là, c'est le bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires. Il faut que la marge nette augmente dans le temps. Ça prouve vraiment que l'entreprise scale de manière profitable et vraiment, ne sacrifie pas, on va dire, la profitabilité à la croissance. D'accord? Le deuxième red flag, ça va être une dépense excessive
excessive en R&D, en recherche et développement, et également en S, G et A par rapport aux concurrents. Parce que c'est vrai qu'il y a des secteurs pharmaceutiques, également semi-conducteurs, qui ont besoin d'une recherche et développement vraiment importante. D'accord. Donc il faut vraiment comparer secteur par secteur. Donc, quel est le problème d'une entreprise qui doit dépenser toujours plus en recherche et développement et en marketing pour gérer du chiffre d'affaires? Ça veut dire qu'elle perd en efficacité et surtout en pricing power. Ça veut dire ça se répercute sur soit un retard technologique ou une course à l'innovation non rentable. Par exemple, Snapchat, c'est une entreprise qui a des coûts publicitaires massifs pour attirer les annonceurs, mais une rentabilité extrêmement faible. Et si je vous mets par exemple sur Snapchat, pareil, on a le revenu, regardez un petit peu qui augmente. Donc, McDonald's, on avait le revenu qui stagne. Là, on a le revenu qui augmente. Et on va voir maintenant le bénéfice net. Bon, le bénéfice net, il est carrément négatif. Pourquoi? Je mets operating margin sur 10 ans et on voit qu'on a, même, je vais mettre sur 5 ans pour qu'on voit mieux, voilà, on a en fait une operating margin qui est passée, qui était à moins 68%, qui est à moins 36%, qui est à moins 27%. Donc, oui, on augmente le chiffre d'affaires, mais on n'est pas rentable. Donc, à quel prix? Plus chaque chiffre d'affaires de plus, c'est de l'argent en moins pour le bénéfice net. Bon, après là, vous allez me dire que c'était parti dans la bonne voie. On est bientôt positif. Mais attention, ça c'est l'operating margin, hein, le profit margin. On a encore de la marge. Et là, on va le voir dans le 3 et 4e red flag. C'est parce qu'il y a des éléments exceptionnels dans toute la partie vraiment financière. Mais voilà, en fait, on est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois de la rentabilité. Pareil, même chose pour Intel. On a investi des dizaines de milliards dans des usines pour rivaliser avec TSMC et également AMD. Le problème, c'est que l'entreprise est vraiment en retard sur le plan technologique et donc son ROIC, son retour sur l'investissement, sur le retour sur le capital employé, s'est effondré. Par exemple, Intel, en 2018, on avait 70 milliards de chiffre d'affaires pour un coût, un COGS, un coût en lien direct avec ce chiffre d'affaires de 27 milliards. En 2024, on a un chiffre d'affaires qui a baissé à peu près de 20 milliards et on a un COGS qui a augmenté de 7 milliards, 8 milliards, d'accord, à peu près. Donc on voit bien que c'est catastrophique. On gagne 20 milliards de moins et on a des dépenses qui ont explosé. Comment c'est possible? Et on a également la R&D qui n'a pas diminué. Donc ça veut dire qu'on a dépensé chaque année une R&D vraiment qui est énorme pour avoir un bénéfice net qui a diminué de 20 milliards. Donc on voit que le levier opérationnel est vraiment catastrophique sur Intel et c'est pour ça qu'on a des gros problèmes avec le prix en bourse. Mais ça se voit directement dans le compte de résultat. Les éléments, vraiment les ratios à surveiller, c'est le ROIC, le retour sur le capital investi. Si la rentabilité du capital investi baisse malgré de lourdes dépenses en R&D, est égal vraiment à un problème. C'est-à-dire que concrètement, l'entreprise jette de l'argent par la fenêtre. Alors après, c'est à vous de creuser. Est-ce que, oui, sur le court terme, on jette de l'argent par la fenêtre, mais est-ce que cet argent dans le futur vont nous produire des bénéfices, d'accord? Et deuxièmement, la capacité à monétiser les innovations. Les brevets déposés et les nouvelles technologies doivent se traduire en revenus concrets. Et quand je dis concret, c'est qu'une fois que la R&D a produit par exemple des brevets ou a produit des actifs intangibles immatériels au bilan, il faut absolument aller voir ce qu'on appelle les impairments. Donc c'est des dépréciations d'actifs. On y arrive bientôt sur le 4e et 5e red flag. Je vais vous expliquer ça. Ouais, vous voyez par exemple là, juste avant de clôturer sur le 2e red flag, on a effectivement sur Intel, donc le retour sur le capital employé qui est passé de 6%, qui est passé de 2% à 2,95 et là on est en négatif. Effectivement, Intel, chaque dollar qu'ils investissent, ils perdent de l'argent dessus. C'est une entreprise qui n'est plus rentable quand on alloue de l'investissement en recherche et développement et on l'a bien vu ensemble dans le compte de résultats d'Intel qui est vraiment très mauvais. Alors maintenant, on va passer au 3e red flag, qui est une charge d'intérêt, donc ce qu'on appelle les interest expense, trop élevés dans les dépenses opérationnelles. Alors, une charge d'intérêt, quand vous émettez de la dette, évidemment, ça a un coût, donc des taux d'intérêt. Et si vous avez par exemple des taux d'intérêt de 500 millions, alors vous avez un operating income, un EBIT, un earning before interest tax, donc c'est le bénéfice, juste avant les intérêts et les taxes, tout est dans le nom, qui est par exemple de 1 milliard. Avec, encore une fois, les charges d'intérêt de 500 millions, ça veut dire que chaque année, 50% de votre bénéfice net, il part directement sous forme d'intérêt aux charges de la dette. Donc évidemment, le problème, c'est qu'une entreprise qui a donc des interest expense, des charges d'intérêt trop élevées, voit une partie de son bénéfice opérationnel absorbé pour rembourser sa dette, ce qui réduit évidemment sa rentabilité et augmente son risque financier.
Pourquoi? Parce que premièrement, le risque financier, une entreprise trop endettée a évidemment moins de flexibilité en cas de crise économique ou de hausse des taux d'intérêt. Là, il faudra rouler la dette. On le voit très bien que la France s'est endettée à des milliers de milliards avec des taux zéro. Mais là, en fait, la dette, il y a des échéances. Donc, il n'y a pas de problème. À la fin de l'échéance, vous pouvez rouler pour réemprunter la même somme. Mais ce ne sera pas les mêmes taux d'intérêt. Là, les taux d'intérêt, ils augmentent. Donc, vous avez votre charge d'intérêt qui explose. Et c'est ce que Keynes appelait une trappe à dette. Donc là, on a le problème sur les risques financiers. Également, réduction des marges. On l'a vu ensemble. Si l'interest expense prend une part trop importante de l'EBIT ou, j'allais mettre ici, ou le bénéfice net, voilà, ou le bénéfice net, eh bien, la rentabilité chute. Ou alors l'EBITDA, hein, mais je préfère plutôt prendre l'EBIT et le bénéfice net. Et enfin, hausse du risque de dilution. En fait, si la dette devient devient vraiment insoutenable, les entreprises ne vont plus, on va avoir des taux d'intérêt trop élevés sur la dette et donc on va se tourner plutôt, l'entreprise va préférer lever de l'equity. Donc, c'est-à-dire en fait lever des actions, émettre des actions et évidemment, en tant qu'actionnaire, vous vous faites diluer. De quelques exemples d'entreprises, alors il y en a en réalité énormément. D'accord, avec un interest expense trop élevé. On a Warner Bros Discovery, donc l'entreprise de production de films. Vous voyez, si je vous mets ça ici, par exemple, mais même Intel, il y a énormément de dettes. Donc là, hop, on va dans le compte de résultat et on va ici dans ce qu'on appelle les non-operating income, où là c'est expense. Eh bien, on a ce qu'on appelle ici donc la charge de la dette de 2 milliards, parce qu'effectivement, au bilan, on a 43 milliards de dettes avec très peu de cash. Donc chaque année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quoi qu'il arrive, il faudra sortir 2 milliards d'euros, enfin de dollars, en charge d'intérêt. Quoi qu'il arrive. Donc si demain le bénéfice net, le chiffre d'affaires est diminué par 2, par 3, par 4, par 10, on va devoir quand même rembourser cette dette qui nous coûte chaque année 2 milliards. Et là, regardez, est-ce qu'on a la capacité de rembourser la dette? Ben non, on n'a pas la capacité. On a gagné 200 millions en 2024. Là, en 2021, on a gagné seulement 2 milliards et on a une charge d'intérêt de 600 millions. Donc justement, regardez, la dette, en fait, elle a explosé puisque, eh bien, on perd de l'argent. Là, on a perdu, par exemple, un bénéfice de 7 milliards, de 3 milliards, de 11 milliards. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir un trou. Donc, évidemment, on augmente la dette, on paye plus de taux d'intérêt et c'est un cercle vraiment vicieux qui aboutit la plupart du temps, enfin, ça se termine la plupart du temps assez mal. Et également, là, quand on va ici, la moyenne des actions en circulation, c'est juste énorme. On est passé en 2021 500 millions, 2 milliards, 2,44 milliards, 2,45 milliards. On lève de l'equity, on dilue les actionnaires pour se financer directement en bourse, pour éviter de passer par le marché de la dette, puisque là, qui va oser vous donner de l'argent quand vous perdez, qui va, vous prêter de l'argent si vous en perdez? Très peu de personnes. Et si c'est le cas, ça va être des taux d'intérêt très très élevés. Donc vous allez payer très très cher vos taux d'intérêt et c'est évidemment ce que l'on voit sur le compte de résultat. Ou alors on pourrait mettre également Boeing également qui sont dans une situation dans laquelle j'aimerais pas me trouver. Donc comme vous pouvez le voir, on a pareil, un bénéfice, un chiffre d'affaires qui a diminué. Les charges n'ont pas diminué autant que le bénéfice, que le chiffre d'affaires. Les operating expenses, pareil, ont augmenté alors que le chiffre d'affaires a été quasiment divisé par 0,5. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Et quand on va dans les non-operating income, on voit qu'on a des charges d'intérêt pareil de quasiment 3 milliards. Regardez, on perd de l'argent. Et à ça, il faut encore payer les intérêts de la dette. Donc, on a évidemment des énormes bénéfices nets qui sont vraiment, vraiment négatifs. Et on a également des actions en circulation qui augmentent légèrement. Vous voyez, on est passé de 585, 587, 594, 605, 646. Ça augmente, puisque effectivement, ils préfèrent vraiment émettre des actions gratuitement pour lever des capitaux plutôt que de se financer avec des taux d'intérêt de 8, 9, 10, 12, 15% peut-être pour ce genre d'entreprise. Donc les indicateurs à surveiller vont être l'EBIT, donc l'operating income, divisé par la charge d'intérêt. Donc l'interest expense, il faut que ce ratio soit supérieur à 5, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez un operating income, par exemple, on va le mettre avec, alors Boeing c'est négatif, donc ça va être compliqué, mais on pourrait mettre par exemple Beyond Meat. Allez, on va aller se mettre sur Schneider Electric. Qu'est-ce que l'on a? On a donc des charges d'intérêt de 500 millions, par exemple, pour un operating income de 6,6. Donc, vous faites 6,6 divisé par 0,495, eh bien, ça fait 13. Donc, c'est largement tenable. C'est-à-dire qu'en fait, l'operating income, d'accord,
Enfin, comment dire, on peut rembourser, là, si on arrête d'émettre de la dette chez Schneider Electric, les coûts de la dette, là, eh bien, ça représente 13 ans. On peut rembourser sur les 13 prochaines années avec un seul exercice comptable, c'est-à-dire 6,6 milliards, puisque effectivement, voilà, on paye, entre guillemets, seulement 500 millions par an. Et deuxièmement, on a les charges d'intérêt divisées par le bénéfice net. Donc là également, il faut que ce soit inférieur à 20%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'entreprise alloue plus de 20% de son bénéfice net aux charges d'intérêt. Donc là, on a un bénéfice net de 4,27 milliards. Et donc, j'ai simplement à faire les charges d'intérêt, 0,495 millions divisé par 4,27 milliards. On est à 11,50. Voilà. Effectivement, Schneider Electric, ils allouent 11% du bénéfice net sous forme de charge de la dette. Mais après, il faut aller voir également le retour sur investissement de Schneider Electric. Si cette dette-là leur a permis de faire une croissance, par exemple, de 30% du bénéfice net, bon, bah, c'est OK. Ils ont un bon retour sur investissement. Et donc, ils ont eu raison d'émettre cette dette puisque ça leur a permis d'augmenter vraiment le chiffre d'affaires. Et on voit bien que le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, on n'est pas dans une situation qui est tendue chez Schneider Electric. On va passer au quatrième red flag. Et là, ça va commencer à devenir marrant avec notamment la dépendance ce qu'on appelle aux ajustements dans les résultats. Donc, les adjusted EBITDA, adjusted earning per share, toutes les métriques que Charlie Munger appelle les bullshit earnings. Donc, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, toute la mind map, là, vous avez directement, vous l'avez disponible dans mon groupe privé mais gratuit School avec 5 heures de formation de manière beaucoup plus poussée, notamment un énorme cours sur les rapports annuels, sur les rates, sur les options, sur les ratios financiers, etc. Donc vous avez ça dans la description, c'est totalement gratuit, allez vous régaler. On passe directement là au quatrième red flag. Alors le problème évidemment, on va voir ce que c'est ensemble. Mais en fait, ça va être une entreprise qui va exclure systématiquement certaines charges, restructuration, stock-based compensation, litige, impairment, pour afficher une rentabilité artificielle est égale anguille sous roche. Faites très très attention. Toutes les entreprises qui vont publier des résultats qui ne sont pas sous les normes GAAP, eh bien c'est vraiment des énormes red flags. Exemple, WeWork, qui a fait faillite. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait fait un live sur ma chaîne YouTube avec Félix il y a peut-être un an. Et on avait vu ensemble pourquoi justement c'était des énormes red flags et que c'est une entreprise qui cramait des dizaines de milliards et qui évidemment était vouée à faire faillite sous les 2 ans, qui suivaient. Alors, en fait, il faut savoir que WeWork s'amusait à publier des résultats financiers avec des métriques ajustées comme le fameux Community Adjusted EBITDA qui, tenez-vous bien, excluait les dépenses de loyer. C'est une boîte qui avait 90% de ses dépenses étaient des loyers, eh bien, ils n'ont rien trouvé mieux de les exclure du compte des résultats. Ils se sont dit, comme ça, on va publier, voilà, eh bien, un EBITDA ajusté positif, mais en réalité, on perdait des milliards chaque année. Donc, tout ce qui va être les présentations d'entreprises, etc., faites très attention. Il faut aller voir ce qu'on appelle les chiffres GAAP, donc sous la norme GAAP. Donc, on va le voir avec par exemple, ici, je vous ai mis quelques petits articles. Notamment, ça c'était le CEO de WeWork. Bon, alors je vous ai traduit ce petit passage, par exemple, ça va bien vous faire rigoler. L'introduction en bourse de WeWork mettra à l'épreuve la tolérance des investisseurs à l'égard des mesures comptables inventées, plus que la façon dont WeWork a cramé de l'argent. Donc vous vous souvenez peut-être de l'EBITDA ajusté à la communauté, l'indicateur que WeWork a conçu pour mesurer le revenu net avant non seulement les intérêts, les impôts et les amortissements, mais non, ça suffit pas, ça ne suffit pas. Il faut aussi y retirer les dépenses d'exploitation au niveau du bâtiment et de la communauté, à savoir donc les loyers et les charges locatives des services publics, l'internet, les salariés, les salaires du personnel du bâtiment, etc. Bref, tout, en fait, voilà, ça retire tout. Donc ça vous dit, en fait, c'est le chiffre d'affaires, quoi, grosso modo. Mais le problème, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité. Ils sont même allés plus loin. Après, ils ont créé le ARPPM, pour fausser. Ils ont même créé également l'adjusted EBITDA avant la croissance pour les investissements. Donc, en fait, ça n'a pas de limite. Et effectivement, c'est pour ça que c'est, comment dire. Après, tout ça, vous pouvez pas vous faire arnaquer là-dessus si vous avez un minimum de compétences. Mais le gros problème, c'est que la majorité des investisseurs n'ont pas toutes ces compétences et investissent quand même en bourse. Là, je me suis mis sur un article des Échos où, évidemment, le fiasco, le fiasco et voilà donc. Dérives potentielles, il y a des procès, etc. Parce qu'il y a plein d'actionnaires qui n'étaient pas au courant de tout ça, qui se sont fait un petit peu berner par le management et qui ont écouté seulement les présentations de résultats, qui ne sont jamais allés voir dans un véritable rapport annuel audité par la SEC, et donc qui évidemment sont tombés un petit peu de haut quand ils ont vu l'étendue du carnage. Et donc là, voilà, la fameuse fantaisie comptable du community adjusted EBITDA, censé refléter, etc., pourrait également figurer dans les champs d'investigation de la SEC, donc la SEC, la Security Exchange Commission.
Les prérogatives, bon bref, voilà, ils vont évidemment porter plainte. Mais c'est difficile, hein, après de porter plainte puisque c'est vrai que, tout est audité, hein. Donc si vous avez vraiment des, enfin, c'est à vous après de faire le travail, c'est à vous d'aller, apprendre la comptabilité de base, voilà, comment structurer un rapport annuel, également d'aller vous former sur toute la partie vraiment valorisation et cetera, pour éviter tout ça. Et moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand vous débutez, que vous avez déjà une somme de départ à allouer directement en bourse, c'est allez-y vraiment step by step. Parce que vous ne vous rendez pas compte du chemin qu'il vous reste encore excusez-moi, à parcourir. Et moi, enfin, nous, par exemple, on a un énorme programme d'accompagnement avec tout un suivi des coachings chaque semaine, des lives, toute une partie vraiment court, avec toute une communauté. Et en fait, ce qui revient le plus souvent, c'est à chaque fois, putain, Léo, j'aurais dû prendre ton programme d'accompagnement avant, parce que ça m'a fait prendre conscience de tous les risques que je prenais et que je ne voyais même pas. Et donc, il est là vraiment le problème. Et en bourse, c'est qu'une fois que vous avez pris le risque, une fois que l'entreprise elle a chuté de 40%, bon là, ça arrive pas trop parce que les marchés ont explosé, hein, mais c'est que c'est trop tard, quoi. Et ensuite, vous allez creuser, vraiment, vous allez vous renseigner, et là, vous vous dites, mais putain, pourquoi j'ai pris cette action en portefeuille, c'était pourri. Donc voilà, allez-y vraiment step by step. On n'est pas inhalé près. Si vous voulez investir sur 20 ans, c'est pas grave si les 6 prochains mois, enfin si pendant les 6 premiers mois, excusez-moi, vous l'investissez pas, tranquille. Voilà, regardez des petites vidéos. J'espère d'ailleurs que ce genre de format vous aide là-dessus sur la partie vraiment quantitative sur ce genre de pratiques vraiment comptables qui sont vraiment décevantes, tout comme là, voilà, je vais passer sur Tesla, qui en 2023 nous ont sorti un EBITDA ajusté des stock-based compensation. Eh bien oui, je vous en ai parlé, je vous ai fait une masterclass à ce sujet il y a 3 jours sur ma chaîne YouTube. Là, je me suis mis sur le 10K de Tesla. Et donc là, si je mets par exemple adjusted EBITDA, et que je fais confirmer, eh bien, hop, voilà, c'est ici. Voilà, donc leur EBITDA, donc le bénéfice net, hein, enfin, excuse-moi, interest, before, donc les intérêts. Ici, vous avez les taxes. Ici, vous avez la dépréciation. Ici, vous avez le A de ici amortissement. Et ils ont rajouté quoi? Enfin, ils ont ajouté quoi? Ils ont ajouté les stock-based compensation. Donc évidemment, eh bien, ça nous donne un EBITDA qui est gonflé puisqu'il retire les stock-based compensation directement dans le compte de résultat. Et en fait, Tesla a pu via cette, alors je vais pas dire cette manipulation comptable, parce que c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme. Encore une fois, il faut simplement aller voir les chiffres gap. Mais c'est vrai qu'il est bien annoncé là-dessus une marge brute stable en mettant en avant ses économies d'échelle et ses progrès industriels. Pourtant, en creusant les chiffres gap, on voyait que la marge brute chutait fortement à cause de la guerre des prix que l'on a eu donc sur Tesla. Et donc ici, les KPI à surveiller, vraiment en français, c'est les indicateurs, encore une fois, clés à surveiller. Ça va être l'écart, c'est très important, entre l'EBITDA ajusté et l'EBITDA réel. Deuxièmement, il va falloir vérifier la récurrence des charges entre guillemets exceptionnelles, parce que c'est tout un débat. Il y a des charges exceptionnelles chez certaines entreprises, c'est des charges plutôt récurrentes, c'est-à-dire qu'en fait chaque année on a des charges exceptionnelles. Donc faites attention là-dessus. Et pareil pour les adjusted earnings per share, il faut les comparer sur les normes GAAP. Après il y a également d'autres choses qui vont rentrer en compte, mais ça va plutôt se trouver dans les rapports annuels, dans tout ce qui va être les notes, etc., que directement dans les comptes de résultats. Donc évidemment, je peux que vous encourager à approfondir. Et enfin, le cinquième red flag, d'ailleurs à approfondir avec mon module sur le school, sur les rapports annuels. Donc, excusez-moi, le cinquième red flag, c'est les impairments sur le goodwill. Alors, qu'est-ce qu'un goodwill? Je vous l'explique régulièrement, c'est un écart d'acquisition. Si votre entreprise, elle acquiert une entreprise qui vaut, je sais pas, 1 milliard comptablement, d'accord, la valeur comptable de l'entreprise est 1 milliard, mais l'entreprise, on ne sait pas pourquoi, eh bien, elle l'achète à 2 milliards, puisque le vendeur de l'entreprise ne veut pas lui vendre en dessous des 2 milliards. Donc l'entreprise, eh bien, dans ces cas-là, quand elle incorpore l'entreprise qu'elle a acheté 1 milliard dans son propre bilan, qu'elle fait les comptes consolidés, eh bien, elle va avoir une valeur comptable qui va augmenter de 1 milliard. Le problème, c'est qu'elle a payé 2 milliards, donc il y a 1 milliard de plus. C'est 1 milliard, où est-ce qu'ils vont le mettre? Parce qu'il n'est nulle part ce milliard. Ils ont juste payé plus cher. Enfin, ils ont accepté de payer plus cher parce que eux, ils pensent que la valeur de l'entreprise vaut plus que ça. Et donc, dans ces cas-là, ils prennent les 1 milliard et les mettent dans ce qu'on appelle les actifs incorporels intangibles, le goodwill. Et ce goodwill-là, donc l'entreprise, une fois que c'est au bilan, si par exemple dans 5 ans, même l'année d'après, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas lieu de payer les 1 milliard de plus et qu'en fait l'entreprise, elle vaut que sa valeur comptable, et en fait on doit déprécier le goodwill et on doit retirer la valeur au bilan et on doit diminuer la valeur. Et dans ce cas-là, eh bien voilà, on déprécie le goodwill. Et donc quand on le fait ça régulièrement, en fait on admet vraiment qu'on a surpayé des acquisitions passées, et c'est souvent le signe évidemment que la croissance externe était mal exécutée ou que les personnes ont voulu à tout prix acquérir une entreprise pour doper un petit peu sur le court terme les bénéfices, mais qui sur le long terme, dépréciation, et on n'est pas bon du tout. Donc pourquoi c'est un problème?
Un goodwill important sur le bilan signifie que l'entreprise a payé entre guillemets un premium pour acquérir d'autres sociétés. Donc c'est vrai que normalement il y a pas de, il y a pas, c'est pas forcément un négatif parce que parfois une entreprise il faut la payer plus cher que ce qu'elle vaut, hein. C'est encore une fois la citation de Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. D'accord. Donc le prix, ça c'est une chose, la valeur comptable, ça c'est ce que tu payes. Mais après ce que tu obtiens, ça va être la valeur intrinsèque. Et la valeur intrinsèque, bah, forcément elle n'est pas dans la valeur comptable. Ça va être vraiment sur le long terme. Donc oui effectivement il peut être intéressant de surpayer, mais c'est pour ça qu'il faut évidemment voir l'historique de ce fameux impairment. Est-ce que l'entreprise dans le passé a fait des belles acquisitions ou est-ce qu'elle a tout le temps surpayé les acquisitions avec tout le temps un goodwill qui s'est déprécié? Je vais vous faire des exemples. Donc ça signifie que, voilà, que l'entreprise admet qu'elle a mal évalué l'acquisition, perte de confiance des investisseurs, mauvaise allocation est égale une stratégie de croissance externe inefficace. Exemple par exemple avec AT&T, après son rachat de Time Warner, AT&T a déprécié des dizaines de milliards de dollars, admettant noir sur blanc qu'effectivement on s'est planté, l'acquisition n'a pas produit la valeur attendue. Donc le premium qu'ils avaient acheté, retour à la réalité, effectivement non, il n'y avait pas lieu de le payer et donc on le supprime des bilans puisque sinon le bilan ne reflète plus la réalité, hein. Les bilans c'est audité encore une fois chaque année et chaque année comme ça il faut il faut prouver par A plus B pourquoi votre goodwill est de X milliards, X millions. Donc comme vous pouvez le voir, AT&T en 2020 moins 28 milliards, en 2022 moins 26 milliards. Donc évidemment le bénéfice, regardez sur cette période, il passe de 13 à moins 5. En plus il revient à 20 et là bim, impairment moins 8 milliards. Bon après c'est ce qu'on appelle des non-cash items. Donc c'est répercuté dans le tableau des flux de trésorerie. On le verra peut-être pour la partie les 5 red flags sur le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Step by step, on va déjà finir sur le compte de résultat. En fait, vous voyez qu'effectivement, ici, quand on va dans les dépenses inhabituelles, eh bien, on a voilà, impairment, moins 18 milliards, moins 24 milliards. On a également Warner Bros. Qui ont fait pas mal d'impairment parce qu'ils se sont pas trop retrouvés dans les acquisitions qu'ils ont faites par le passé. D'ailleurs, le prix en bourse a vraiment été sanctionné. Alors, parce que encore chez AT&T, on a tellement un bilan qui est énorme que c'est pas non plus énorme. En termes justement, vous voyez le goodwill divisé par les actifs totaux, on est correct. Alors que chez Warner Bros, ça prend une part importante. C'est pour ça que vraiment ici les KPI à surveiller, ça va être le goodwill divisé par les actifs totaux en pourcentage. Si trop élevé est égal, pas forcément négatif, mais comprenez, allez lire les notes, allez voir le management, pourquoi ils ont mis ce premium là, pourquoi ils ont payé ce premium là. Et si selon vous c'est ok, bah, pas de problème. Mais si vous vous dites allez, il y a peut-être pas trop, c'est peut-être ils ont fait peut-être ça uniquement parce qu'ils savaient pas où mettre le cash et voilà ils l'ont balancé dans une entreprise trop chère, faites très attention. Deuxièmement, historique des impairments, hein, j'en ai un petit peu parlé, mais si l'entreprise, voilà, une entreprise qui enchaîne les impairments à un moment, à un problème structurel, et également, évidemment, évolution du retour sur le capital investi après l'acquisition. Si voilà, les retours sur capital baissent, c'est un mauvais signal, ça veut dire qu'on a alloué de l'argent qui ne s'est pas répercuté dans le bénéfice net sur les années N plus 1, plus 2, plus 3, donc ce n'est pas bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo, donc je vais vraiment vous faire sur le bilan et les tableaux de flux de trésorerie. Franchement, j'adore voilà, parler de ce genre de sujet. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et également, voilà, je vous mets le school dans la description, hein, pour toutes les personnes qui veulent approfondir et qui veulent vraiment prendre ça au sérieux. C'est gratuit. Vous avez 5 heures de formation, options, rapport annuel, les rates, les ratios financiers, etc. Vous avez le lien en description. Vous avez également toute la partie communauté avec notamment, par exemple, Gilles, hier, qui nous a mis une petite analyse, par exemple, sur Astria Network, voilà, donc on a des analyses comme ça, et puis ça, voilà, ça permet d'avoir une petite communauté, c'est toujours sympathique. Donc ça c'est mon groupe vraiment gratuit. Vous avez le lien en description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des red flags, enfin d'autres red flags, et dans ce cas-là, voilà, partagez-les et je pourrais faire une V2. Donc vous aurez également, comme mentionné, la mind map de cette vidéo postée dans la section communauté. Dans la section classroom, vous y retrouverez vraiment les formations gratuites et ensuite la section calendrier. C'est là où vous avez toutes les annonces des lives que l'on fait sur ma chaîne YouTube en avance pour avoir les notifications. Donc c'était Léo, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à la prochaine. Ciao.